Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Vous vous apprêtez à écouter un épisode spécial en fait de Balado Prévention, un best-of, le premier best-of. J'ai réécouté les 29 premiers épisodes et j'ai essayé de sélectionner des moments comiques, des moments touchants pour faire un petit wrap-up, grosso modo, de comment on aborde en fait la santé et sécurité du travail là, dans le cadre de ce podcast-là. Merci d'être toujours fidèle mois par mois à chacun des épisodes. Continuez de vous abonner, de donner, de liker en fait là, les posts qu'on fait sur la page Facebook de Via Prévention pour chacun des podcasts. Et je vous souhaite une bonne écoute de ce premier best-of. À la prochaine. Une affaire que je trouve cool, c'est que justement tous les personnages de Marvel, ils sont tous à New York ou sont tous dans des centres urbains, mais US-1, il se promène de par les États-Unis, il est plus dans le Midwest, puis dans ce qu'on appelle le Mid-America, puis sa genre de base, c'est un truck stop avec son... il y a comme une vibe Dukes of Hazzard, mais aussi K2000 en même temps. C'est pas tous les personnages qui ont ça, puis moi, je trouve ça le fun. J'aimerais ça qu'on parle justement de l'entourage autour de US Archer. Mais peut-être là, son père et sa mère biologiques. Là. Je pense qu'ils méritent mention. Biologique, adoptif, exactement. Ils sont décédés, ses parents. Oui, parce qu'il y a une figure paternelle qui semble sortie direct justement de Dukes of Hazzard. Son nom est quelque chose Wheeler, mais que son nom c'est Papa Wheelie. Qui est encore là, c'est un bon petit nom catchy. C'est drôle, lui s'appelle USA. Du monde travaille autour des véhicules, ils ont wellé dans leur nom, puis tous des noms de trucks, là, c'est on-brand dans maudit. C'est un bon hasard, on s'entend là-dessus. Là. Et on a la mère adoptive qui a un nom très flatteur de Wide Load Annie. Annie. Fait que, une femme assez... s'adresse un espèce de portrait relativement peu flatteur pour les femmes en camionnage. Là, on s'entend, là. Son nom traduit en français, c'est comme Charlotte Charge Lourde. c'est... Mais en effet, c'est la meilleure traduction. J'espère que s'il n'a pas, ça devrait être ça. C'est quoi la bullshit que t'entendais qui, malgré le discours que tu faisais, est-ce qu'il y a des choses que tu dis « Ah, ça, je peux pas croire qu'encore on entend... » Il y a ces messages-là ou ces concepts-là qui restent. Ben, écoute, moi, je vais te donner un exemple bien simple, là, mais c'est que des fois, on essaye de se convaincre qu'on a la bonne façon de voir les choses, mais je vais vous donner un exemple concret, là. Quand je montais ces toitures, quand j'étais sur la construction, comme menuisier, on montait pour installer du plywood sur la toiture. On savait qu'il fallait s'attacher, là. On était innocents, mais on avait un brin d'intelligence. Fait que, on savait, on était au courant des lois. Fait qu'on on se disait tout le temps, OK, on serait censé s'attacher, mais là, on se mettait à se donner des excuses pour pas s'attacher. Là, on se disait, OK, j'ai ma hausse à air pour mon gun à clous. J'ai mon extension électrique. Là, ça fait 2 fils que je peux m'enfarger dedans. Ça va être plus dangereux. Là, si je m'attache puis j'ai mon câble, ça va me faire tomber. Crise de belle réflexion, là. Fait que là, on mettait nos harnais comme des champions, tout bien ajustés, mais on s'attachait pas. Juste pour que s'il y a un inspecteur de la CNESST qui passait, qui prenne des photos, j'ai mon harnais, les cordes ils pendaient dans le vide. Fait que tu sais, c'est de la bullshit comme ça, là. Que tu essaies de te convaincre, tu dis, les cordes, ça fait tomber les gens. C'est ridicule. Honnêtement, ça n'a juste pas de sens, ça. Tu sais, moi, avec mes élèves, je suis monsieur sécurité. Je check tout le temps ce qui se passe alentour. Parce que les élèves sont dans l'apprentissage. On est dans un environnement, on pense pas à ça, mais notre environnement dans le camionnage est très dangereux. Hein. Autant sur le chargement, flatbed, tomber en bas des semi-remorques, désarrimé. Juste mon frère s'est cassé la mâchoire à 2 places parce qu'il y avait de l'huile sur un gant, puis il y avait trop de tension dans le strap, puis ça a glissé, puis la barre l'a frappé sur le menton. Ça a tout fendu, 14 points de suture. Dans un contexte de formation ou sur non, sur lui, la c'était job? sur Lui, la c'était job. job. C'est un environnement que je veux pas que des élèves tombent en bas du trailer. On fait juste atteler, il faut aller vérifier si on est bien piné parce qu'il faudrait pas échapper les trailers. C'est un environnement dangereux.
sans le savoir. Puis malheureusement, parfois, on tombe dans nos pantoufles quand on est dans ce métier-là. Mais l'accident qui m'est arrivé, c'est pas ça du tout. Je suis pas tombé dans les pantoufles. Là. On faisait un transfert de neige. Tu sais, des fois, c'est pas dans le DEP, mais on peut faire de l'enrichissement. Ben oui. Puis il y a trop de neige en avant, il faut le transférer en arrière. Donc, je prends 6 de mes élèves qui ont besoin de défis. Parce que, tu sais, il y a des élèves qui progressent un peu plus vite, qui ont besoin de défis. Puis ça, c'était un beau défi pour eux autres. Fait que je les faisais à tour de rôle 2. J'avais un 10 roues puis un 12 roues. Puis j'avais 4 élèves en procédure de marche arrière qui pouvaient être tout seuls. Au chargement, ça n'a pas besoin de supervision parce que c'est l'odeur qui l'autre, puis il klaxonne quand tu peux partir. T'sais, c'est plutôt au déchargement, le PTO, le va-boîte, comment ça fonctionne, des bords à porte. Moi, j'étais dans la zone de déchargement. Mes élèves, ça fait 1 heure environ qu'ils font les procédures. Donc, ils sont confortables. Mais tu sais, en tant qu'enseignant, tu supervises pareil parce que ça fait tout de même 45 minutes, 1 heure qu'ils le font. Ils n'ont pas un an là, dans le corps. C'est ça. Fait que le 12 roues reculait pour livrer, pour domper le voyage de neige. Moi, je marchais en avant. Puis quand quelqu'un qui a arrêté, moi, je me suis enligné au côté. Mais au côté, au début de la boîte, je voulais entendre les portes débarrées. Parce que s'il lève et les portes sont pas débarrées, le truck va lever avec. Ouais, okay. Mais il y a un bloc de glace, un mastodonte, 3 pieds de haut pour à peu près 4 pieds de long, un bloc qui est sorti par le côté et qui m'a tombé dans le cou. La benne était en montant. Elle a commencé à monter. OK. Elle est en montant. Moi, j'ai rien senti. Okay, j'ai perdu la carte instantanée. Le bloc a travaillé en descendant. Il a cassé le cou. Après ça, il a snappé la vertèbre. Il a cassé la C5, la D1. Il l'a fessé. Le nerf en arrière a été écorché. C'est pour ça que mon côté gauche a arrêté de fonctionner. La thoracique 3 a écrasé sa 4. Puis la C7 a explosé. La colonne a cassé là. Puis ça m'a propulsé vers les essieux en arrière. Puis le bloc a fini sur ma cheville. Puis le voyage en versant, mais on va dire en tombant, là, en déchargeant, ça revient tout le temps à ses côtés, puis il m'a enterré. Là, t'es pas couché comme j'étais en pleine face à terre, le bloc à côté de la cheville, puis j'étais en dessous du tom neige. Là, t'es inconscient. Ah oui, moi j'ai rien senti de ça, mon ami. Qu'est-ce qui m'a sauvé que je marche aujourd'hui, c'est mes élèves. Ouais, j'ai entendu dire que t'avais un élève. Elle qui était au volant, elle a fait son cours d'infirmière, mais elle a pas aimé ça, fait qu'elle a décidé de s'en aller dans le camionnage, fait qu'elle savait exactement quoi faire, fait qu'ils ont pris en charge la scène, ils m'ont déterré, ils sont assurés que je respirais, collé l'ambulance. Moi, je m'approche du camion, puis des ambulanciers, que c'est ça. J'ai tout perdu à la carte. Puis les ambulanciers m'ont rembarqué dans l'ambulance, j'ai perdu connaissance, je me suis réveillé à l'hôpital. C'est SST, la CNSST, c'est les accidents au travail. Parfois, on met beaucoup l'accent sur... Tu sais, tu as un environnement de travail. C'est quoi les procédures qui sont déjà écrites? C'est quoi les choses qui sont déjà établies? C'est quoi... Mais il faut aller au-delà de ça, on n'a pas le choix. Moi c'était pas écrit. Ça. Il n'y avait pas de procédure de ne pas se tenir aux côtés de la benne, puis pas en arrière. Là, parce qu'il faut être intelligent. Pas en arrière. C'était aux côtés, plus vers le chauffeur. Là, hein. Puis ça allait arriver. Fait qu'il faut être plus vigilant encore de ce qui peut exister comme écriture de procédure. Parce que suite à mon accident, il y a eu une nouvelle écriture de procédure à CNSST pour le déchargement de camions à benne. OK, fait que vraiment, à partir de là, on s'est dit clairement... C'est quoi la zone de sécurité désignée que quand il y a un déchargement, personne dans ce périmètre-là. Ils ont passé une semaine. Ils ont passé une semaine à l'école à comprendre puis à écrire. Puis quand ils sont venus me voir la semaine d'après, ça fesse un peu parce qu'ils m'ont montré la photo du bloc puis tout, puis ils m'ont dit, tu sais, une équipe qui sont habitués de faire les reconstitutions d'accidents, ils m'ont dit, on se demande comment ça se fait que vous avez réussi à passer au travers de ça, non? C'est probablement la carrure. Ouais. OK, ouais. Mais là on peut, juste mettre en contexte un peu, là, en ce moment, on parle de... On est quoi, 5 mois? 5 mois après l'accident. Tu marches, t'es quand même fonctionnel à... C'est un miracle. Ouais, c'est ça. C'est d'un bout à l'autre, c'est un miracle.
La chaise roulante aurait été à si, côté. si mes élèves me bougeaient, c'était la chaise roulante. Après ça, quand je me suis fait opérer, c'était moitié-moitié. C'est selon qu'est-ce que... Parce qu'il y avait des nerfs de coincés, il y avait plein de... Ça nous a pris 3 jours à planifier l'opération. J'étais à Saint-François d'Assise. C'est là que l'ambulance m'a amené. Puis ils m'ont passé des tacos. Puis ils m'ont dit on peut rien faire pour vous. Là. Vous avez le dos puis le cou cassé. C'est en traumatologie à l'Enfant Jésus. Puis là, j'ai été 14 jours là-bas, là, dont 4 aux soins intensifs. Tu dis, ils m'ont dit ça. Ils ont dit ça à quelqu'un d'autre, j'imagine? Non, j'étais réveillé. Ah oui? Je bougeais pas fort, je bougeais pas pantoute, là. Mais il me parlait, j'avais ma conjointe, puis il me parlait. Je me rappelle de peut-être la moitié. Parce que j'étais gelé comme une balle, excusez le terme, là, mais... Non, c'est 6 mg de Dilodil aux 3 heures, on va dire tu vois des éléphants partout. On a des particularités comme à la STM qu'il n'y a pas ailleurs, comme le tunnel. Hein, on n'a pas le train qui circule, qu'il y a des formations pour le cheminer en tunnel, comment bien se comporter. Parce que, tu sais, entre le pied droit, qui est le mur du métro, et une voiture de métro qui circule, il y a 21 pouces, là. Que si t'es sur le côté, ben tu risques de te faire accrocher, là. Que tu l'entends, tu te colles au mur, tu sais, là. Tu t'envoies pas la main au chauffeur, tu vas te faire arracher le bras, tu sais, là. Est-ce qu'il y en a vraiment de ça? Que t'as des fois à être collé sur le bord du mur puis que le métro passe? Oui. Ah, man. Man, ça me stresse. Voyons donc. Oui. Puis dans les années passées, avant 2008, là, il y avait plein de monde qui se promenait en tunnel. Puis là, la CNSS dit c'est dangereux. Puis vous allez y aller seulement quand ça va être urgent et prioritaire. Mais il y a des employés qui sont dans le tunnel quand c'est en exploitation. Là. Mais il y en a-tu qu'après 2 jours qui font moi, je reviens plus ici? Il y en a. À la formation, ça se donne à la place Bonaventure. Il leur explique tout comment faire, puis quoi demander, les protocoles radio, ces choses-là. Puis là, on va aller le terrain. Là. On va mettre dans le tunnel, puis on va vous faire passer un train d'en face. Il y en a qui sont sur le quai, ils vont dire « Moi, je rentre pas là. » Ouais. Posais la question, mais j'avais de la misère à y croire. Ouais, mais c'est ça, moi aussi, j'étais combien de temps? Mais, OK. Mais c'est pas quoi. Il y en a beaucoup moins, là, on va se le dire. Là. Avant 2008, il y avait beaucoup de monde dans le tunnel. Là. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le métro, avant, les portes, c'était 2 caoutchoucs qui venaient se coller ensemble. Ouais. Bon, mais il y avait du monde dans le tunnel, puis il y avait des joueurs de hockey qui prenaient leur bâton, passaient ça à travers la porte, puis là, ils pétaient toutes les néons, ça en allait toc. Mais à un moment donné, il a pogné une tête, là. Que là, ils ont dit, OK, on change les caoutchoucs de porte. Là. Maintenant, les caoutchoucs de porte, ils s'emboîtent un dans l'autre, là, tu sais. Pour éviter que s'il y a quelque chose qui vient, que la porte est mal fermée, ben le métro, il arrête. Mais c'est tout à cause des accidents comme ça qui est arrivé, qu'on modifie, puis qu'on évolue. C'est pas toujours ce qu'on dit ou ce qu'on écrit qui est important. C'est de la façon qu'on le dit. Ça me fait penser, Jean-Christophe en a un cheval de bataille aussi. Là. Il essaie d'intenter une révolution là, de son côté. Moi, je Est-ce que tu peux nous la résumer rapidement? Moi, il y a une affaire dont je suis tanné, là, qui ne fait aucun sens dans ma petite tête aux neurones calculés. Là. C'est qu'on dise que la prévention, c'est plate. C'est plate. Oui. Ça a cette image-là, la prévention. On va à un cours de formation, prévention, c'est plate. Il faut que je mette mon casque, il fait chaud. Il faut mettre le garde de sécurité, ça va être plus long pour scier mon... Il y a l'image de la prévention est quelque chose qui est associé à de la difficulté, quelque chose de lourd, quelque chose qu'il faut faire, qu'on est obligé. Ça devrait être exactement le contraire. Ça devrait être, OK, la prévention, ça doit devenir du plaisir. Parce que ce qui est plate, là, c'est pas la prévention. Ce qui est plate, c'est l'accident. C'est ça qui est plate. La prévention, ça évite les choses qui sont réellement plates. Il y a des raisons pour lesquelles on pense que la prévention, c'est plate. C'est pour ça que cette image-là, il y a une image de la prévention plate qui existe. Il y a des raisons pour ça. Moi, je pense qu'il faut les enlever, ces raisons-là, et les remplacer par des raisons qui vont faire en sorte que l'image de la prévention va être associée au plaisir. Point com. Ben c'est bon, tu devrais travailler en communication? Non, mais il faut... Ça, une fois, là, j'étais très... On peut pas sacrer. Dans ma voiture, il y avait un gars qui parlait un journaliste qui parlait de... C'était au printemps, puis chaque année au printemps,
on a une sensibilisation aux noyades dans les piscines résidentielles où malheureusement, il y a des enfants qui périssent noyés chaque été par manque de vigilance. La vigilance, c'est poser une clôture parce qu'on ne peut pas tout le temps être là. On le sait, puis c'est l'élimination à la source. Vous connaissez tout ça mieux que moi. Si l'enfant ne va pas dans l'eau, il ne sera pas noyé. Et le gars, aujourd'hui, disait, on le sait que c'est plate faire ça, on sait que ça prend du temps, mais il faut le faire pareil. Et moi, j'en revenais pas. Qui disait, comment ça, c'est plate? Comment ça, c'est plate de sauver la vie de ton enfant? Comment on en arrive à légitimement dire, c'est plate de sauver la vie de mon enfant? C'est comme dire, c'est plate de barrer ses portes avant d'aller se coucher. Ça non, ne c'est pas fait- super. Quand on en oublie le pourquoi on fait ça, oui, effectivement, on plante des clous dans du bois pour éviter que le gamin passe. Mais attends, t'es en train d'éviter que ton gamin se noie. Ça peut pas être plate. Ça peut pas. C'est impossible. Alors, arriver à changer ce paradigme, oh, moi j'aimerais ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Ça prend des arguments tangibles, ça prend des services qui soient rendus le fun. Chez Via Prévention, on veut absolument que les gens aient une expérience plaisante, d'abord et avant tout. On va en arriver à ce qu'ils disent « Yeah, Samuel va me donner un cours, c'est fun. OK, il est tard, il est 6 heures, je serai peut-être pas payé pendant ma formation, parce que c'est la réalité, malheureusement. Mais peut-être que grâce à ça, je vais pouvoir aller chercher ma petite fille demain matin à la garderie avec tous mes doigts. » Et Si tu vas la chercher le matin, ça veut dire qu'elle a dormi là. Tu vas peut-être la chercher l'après-midi. Samuel, Jacques-Christophe est parti en courant chercher ses enfants. Si tu vas la chercher le matin et la porter le soir, c'est peut-être... OK, Samuel a une ça petite fonctionne fille. peut-être un peu à l'envers. Rapidement, là. Comment je me bâtis un menu? Est-ce que j'ai un déjeuner, un dîner, un souper? Est-ce que je mets des collations à travers ça? Comment je chète un peu mon... Moi, je vais recommander 3 repas par jour parce que c'est facile. Tu sais, normalement, tu peux le timer dans ton alimentation. Déjeuner, déjeune relax. Il faut comprendre que manger, c'est une activité en soi. Fait que si t'es pas capable de le faire parce que t'es sur la route, ben arrange-toi pour quand même être relax. Puis au pire, dans une partie de la route où tu sais que c'est tranquille, t'es dans le trafic, mange-là. Mange-là, t'as rien à faire, ça part dans le trafic. Fait que c'est l'idéal. 3 repas. Donc, toujours manger une portion de protéines relative au poids, donc relative à la masse musculaire, un peu de l'individu. Donc, ceux que les femmes vont manger un peu moins que les hommes en quantité de protéines. On voit un peu l'exemple à toi et ta blonde, parce que je vous connais vous deux. La quantité de viande que vous mangez est différente. Oui, même si Valérie est musclée, on s'entend qu'il y a une différence au niveau du volume. Puis c'est normal. Un homme va absolument avoir besoin un peu plus, la masse musculaire est là, l'appétit souvent est là aussi pour la viande, donc on n'a pas de problème. Ou ça peut être des protéines véganes aussi. Là. Je parle de viande parce qu'on parle de généralisation, mais il y a beaucoup de gens végétariens. Donc, avoir une bonne portion de protéines dans votre repas. Des légumes. Donc, idéalement, les légumes que vous voulez. Là. Sérieusement, il y avait beaucoup la période de couper les glucides. Donc, on ne mangeait pas de carottes, on ne mangeait pas de tomates, on ne mangeait pas d'oignons parce qu'il y avait du sucre là-dedans. Eh oui, on s'en fout. Avant que tu sois un obèse à manger des carottes, là, je veux dire, sérieusement, tu vas avoir un gros problème de digestion. Tu vas avoir des très bons yeux. Tu vas avoir des super bons yeux. Selon moi, tu vas pouvoir conduire de la boîte de truck en arrière. Mais, c'est ça qui est problématique. Et après ça, tu mets un accompagnement. Ton accompagnement, c'est quoi? Ben aujourd'hui, c'était du couscous, ça va être du couscous. Ça va être du riz, ça va être du riz. Ça va être même des pâtes, ça va être des pâtes. Commence une protéine, des légumes, mets bien la combinaison que tu veux avec. Là. Idéalement, tu es supposé avoir plus de légumes ou au moins autant de légumes que des 2 autres choses. Puis tout ce qui est un accompagnement devrait rester un accompagnement. T'sais, le monde disait, je me fais un riz au poulet. J'essaie de manger du poulet avec du riz. C'est peut-être un petit peu mieux. Je dis pas de le couper le riz, pas de couper complètement. Enlève-en, rajoute du poulet. Y a-t-il un lien à faire entre la santé-sécurité puis le punk rock? Ben, moi, j'en vois un. Puis c'est un peu ça qui m'a tout le temps poussé à faire ce métier-là de préventionniste en santé-sécurité, puis de musicien aussi. C'est que... Puis c'est drôle que tu aies parlé de Remember Sammy Jenkins, parce que cette chanson-là aborde un peu ce thème-là aussi. C'est que moi, on dirait que dans la vie, je suis un gros calinours, je te dirais. Là. Fait que j'aime ça que les gens autour de moi soient bien, puis ils se sentent bien, puis ils soient en sécurité d'une certaine façon. Fait que la santé et la sécurité, c'est ça. Moi, je veux, quand je fais ce métier-là de prévention, c'est parce que je veux que les gens travaillent longtemps, soient en santé longtemps, soient contents, soient heureux dans leur milieu de travail aussi. Ça, c'est mon volet santé-sécurité. Puis quand je fais de la musique, bien sûr, je le fais pour moi parce que j'ai du plaisir à le faire, mais
Mais j'ai autant de plaisir à voir les centaines de fans devant moi qui s'amusent, puis qui oublient leurs problèmes, puis qui se défoncent pendant 1 heure, 1 heure et demie de spectacle aussi. Fait que c'est ça le lien que je fais, c'est vraiment la joie de vivre de ces gens-là, là-dedans. Puis tu t'es déjà fait reconnaître? Dans le cadre du travail, en formation, oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à quelques reprises. Pas tellement souvent, mais à quelques reprises, c'est arrivé. Ou des fois c'est arrivé par la suite. Ils me disent est-ce qu'on en parle des fois comme ça? Puis là, ils me disent je vais aller voir ton groupe. C'est le fun. C'est un petit velours. Ils ne demandent pas de signer un CD ou signer un t-shirt. Non, ça, c'est pas arrivé encore. Ma clientèle cible, c'est vraiment du monsieur, madame, tout le monde, sérieusement. C'est vraiment avec ces gens-là que j'aime travailler. J'aime ça dealer avec du monde qui vont rentrer au gym, qui vont être... que la vie se passe à l'extérieur de ce qui se passe dans une salle d'entraînement. T'sais, ils arrivent brûlés, il va falloir que tu t'adaptes, ils ont mal dormi, l'enfant a pleuré toute la nuit, ils ont passé une grosse journée à job, ils ont juste besoin de se défouler. Comment est-ce que tu peux adapter ton véhicule, l'entraînement, pour ces populations-là, pour qu'ils puissent vraiment passer une bonne heure dans leur journée, puis que ça... C'est un peu con, mais c'est un peu en lien directement avec ce qu'on parlait au début, avec la santé mentale. Comment est-ce que tu peux utiliser l'activité physique comme cataclysme pour déclencher d'autres affaires positives plus tard dans ta vie, t'sais. Fait que monsieur, madame, tout le monde, j'ai vraiment la vision, puis je pense sincèrement que ça devrait être ça pour eux. Ça devrait être un moyen d'upgrader les autres sphères de ta vie, que ça devrait être un médium pour vivre mieux, tu sais. Que ça devrait pas tant être un « alright, fine, comment je fais pour me ramasser avec des biceps de 17 pouces, comment je fais pour perdre 30 livres », tu sais. Tu prends des side effects puis tu les généralises comme raison pour lesquelles tu devrais faire ça. Puis je pense que c'est absolument pas ça parce que oui, il y a la santé mentale, il y a juste des petites choses simples, genre vivre plus vieux, vivre plus longtemps, avoir une meilleure qualité de vie en général plus tard, tu sais. Fait que c'est un problème quand tu prends des trucs qui sont fondamentalement humains, genre les bien-être de bouger, puis que tu les généralises à une élite de la population. Genre que tu vois, OK, c'est juste les gros bodybuilders dans les salles d'entraînement ou je peux pas aller m'entraîner dans le gym de CrossFit. Il faut que tu sois en shape avant d'aller au gym. C'est le truc le plus retardé que tu peux dire à un entraîneur. Un entraîneur te dira pas ça, mais c'est totalement retardé puis ça fâche la majorité des entraîneurs quand tu leur dis ça. Ouais. C'est comme si tu disais, man, je vais attendre d'avoir 6000 caries avant d'aller voir un dentiste. C'est comme, ouais, tu peux peut-être y aller quand ça commence à te faire mal puis tu sais que la situation dégénère. Tu peux peut-être faire ça. T'es pas obligé d'attendre de te rendre à l'autre extrême. Moi, j'ai pas écouté beaucoup d'épisodes de CSI, mais c'est pour ce que j'en connais, dans un épisode d'1 heure ou de 30 minutes, je sais pas c'est combien de temps, là, un épisode d'1 heure, on va probablement voir l'équivalent du travail de 3 ans d'une équipe d'enquête là, qui est faite par les gens. Donc, mais un exemple, par exemple, ça me fait penser au filament en tungstène des ampoules sur les véhicules routiers. Maintenant, on a de plus en plus d'éclairage à diode électroluminescente, là, ça ne s'appliquera pas. Mais pour les filaments en tungstène, l'ancien système, donc des ampoules avec un filament qui lorsqu'on lui fait passer un courant, devient chaud et va créer une luminescence. La déformation de l'élément, parce que dans un épisode de CSI que j'ai vu, il y avait ce type d'analyse-là qui était montré. Là. Donc, si les feux de frein, par exemple, sont allumés au moment de la collision, le filament en tungstène du feu de frein de l'ampoule va être chaud. Et donc, au lieu de se briser sec, comme s'il était froid, il va s'allonger dans le sens de direction de la décélération. Okay. Et donc, quand on va regarder au microscope, à la loupe, les éléments des ampoules de frein, on peut savoir si les freins étaient activés, étaient allumés, si un feu de position était allumé, si un phare était allumé. Donc, il y a des petits détails comme ça qu'on va aller regarder à la loupe et au microscope, là, où on peut obtenir des informations importantes. Alors, anciennement, on n'avait pas accès au système embarqué qui vont nous donner de l'information si la pédale de frein était enfoncée, par exemple. Mais ça permet de corroborer, entre autres, les informations qui sont dans les systèmes embarqués maintenant. Donc, c'est toujours pertinent comme analyse. Et c'est le genre d'analyse que les enquêteurs en reconstitution de collision dont je vous parlais tout à l'heure, de la Sûreté du Québec, du SPVM, du Service de police de Laval, font. Donc, oui, il y a des petits détails comme ça qui peuvent devenir extrêmement intéressants lorsqu'on fait une enquête de collision. OK. J'aurais pas pensé que CSR aurait pu amener quelque chose de vrai. Je pensais que c'était... Bien, je pense que oui, on voit quand ils font les empreintes digitales, entre autres, avec des vapeurs de colle qui s'apparentent à de la crazy glue. Mais c'est effectivement comme ça que ça se fait. Là. Donc, il y a des... Oui, c'est basé sur des trucs scientifiquement valides. Là. Écoutez, je ne suis pas un expert, encore une fois, de CSI, là, mais pour les quelques épisodes que j'ai vus ou les portions d'épisodes que j'ai vus, il y a des choses scientifiquement extrêmement intéressantes qui sont montrées là-dedans. Okay. Au moins, mais encore une fois, c'est romancé, comme n'importe quoi qui est fait pour faire du divertissement, là, de toute façon. Ben, restons un peu là-dedans. D'abord, y a-tu des films, tu sais, il y a beaucoup de films avec des poursuites de chars. Oui, y en a-tu des films avec des
des belles collisions, des belles scènes réalistes de voitures ou de camions. Moi, je vous dirais que la majorité du temps, la réponse est non. Pourquoi? Parce que dans la plupart des films, on voit, pour amener l'aspect excitation, l'aspect spectaculaire, les véhicules explosent. Alors, un véhicule qui tombe dans le fond d'un ravin, puis il arrive dans le fond du ravin, puis il explose. Ouais. Véhicule qui prend feu, puis soudainement, boum, il explose. Il y a un accident, le véhicule est renversé sur le côté, le carburant coule, la personne essaye de sortir du véhicule, essaye d'aider d'autres personnes à sortir du véhicule qui sont coincées, puis on réussit à s'éloigner de quelques mètres du véhicule, puis là, juste au moment où ils sont suffisamment loin, le véhicule explose. Dans la vraie vie, des véhicules qui explosent, c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de bâtir une pression dans un espace clos. Okay. Donc, les réservoirs de carburant sur les véhicules ont des évents. Et donc, les rares cas où on voit des explosions, c'est lorsque, dans la collision, le réservoir de carburant a été plié, tordu, ce qui va faire en sorte qu'on bouche les vents. Et là, on a une source de chaleur, une source d'étincelles, de flammes. Et là, il y aurait une pression qui se bâtirait et le réservoir exploserait. Donc, quand on fait exploser un véhicule dans un film, on utilise des explosifs. C'est pas plus compliqué que ça. Et souvent, par contre, dans les incendies, on va entendre des bruits de déflagration, particulièrement dans les incendies de véhicules lourds. C'est des pneus qui éclatent. Donc, le pneu, quand il éclate, il libère toute sa pression tout d'un coup. Ça va faire des sons qui s'apparentent à un coup de feu, là, si on veut. L'accident à Laval, ça me fait penser, c'est récent exactement. Encore, mais les témoins pensionnaient qu'il y avait entendu des... Absolument. Alors, ce sont généralement les pneus qui éclatent. C'est ça les bruits qu'on entend. Okay. Fait que tirer du fusil sur la trappe à gaz d'une voiture... Non, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je vous dirais même que dans le cas de surchauffe de frein sur des véhicules miniers, vous savez, les gros camions de mine là, qui transportent du minerai, qui ont des pneus qui sont hauts comme un étage de maison, là, quand il y a une surchauffe, parce que ça m'a fait penser à ça, votre histoire de coup de feu, là, dans les mines australiennes, entre autres, quand il y a un pneu qui est en surchauffe, on demande à l'opérateur de quitter le véhicule et on va utiliser une arme à feu pour tirer sur le pneu pour le vider de son air avant que le pneu, justement, n'éclate en surchauffe. Donc, la déflagration de ces gros pneus-là, ils ne sont pas gonflés à une pression très élevée, mais il y a un énorme volume d'air. Ouais. Donc, quand ces pneus-là éclatent, bien, ça peut causer des blessures extrêmement graves, sinon des décès si quelqu'un se trouve près du pneu. Donc, on va carrément tirer sur les pneus pour les dégonfler. Là. Une question que je pose tout le temps en comité, c'est surtout en comité, mettons comme vous autres, où ils ont des risques, ou en milieu de travail, je parle des risques plus liés à la sécurité même, là, la survie des travailleurs. Moi, je leur dis tout le temps, est-ce que vos risques de la base, là, est-ce que vos travailleurs sont vraiment en sécurité? Tu commences pas à aller parler de reconnaissance si j'ai pas les bons équipements de protection individuelle. Là. Mais il y avait tes éléments qui me faisaient penser à la pyramide de Maslow un peu. Là, si tu regardes ta sécurité, t'es-tu un logis? T'es-tu nourri? Oui, c'est exactement ça. J'ai des études universitaires. Ou bien qu'ils servent à quelque chose. Fait que je sers à quelque chose, ce bac-là. T'as-tu étudié en psy? Même pas, en relations industrielles. Ah, mais il en parle de Maslow, mais en gestion des ressources humaines. On a souvent tendance à plus parler de reconnaissance, de prévention du burn-out, plus que de parler d'aspect santé-sécurité pur au niveau prévention des accidents. Ça passe souvent dans le beurre parce que c'est moins... c'est moins à la mode ou c'est moins cute, là? Bien, puis en même temps, je me dis, comme tu dis, je pense que ta comparaison est super bonne. Là, si on ne s'occupe pas de la base de la pyramide, donc il y a des besoins de sécurité, bien, on est un peu dans le champ parce que, je vais donner un exemple. À un moment donné, on a une demande de comité de santé et sécurité puis qui nous dit, Annie, viens nous parler de stress. Ça, c'est une demande qu'on a souvent. Puis, on en a eu une conférence, en tout cas, on en avait une jusqu'à récemment, puis moi, je l'utilisais de façon très stratégique, c'est-à-dire que des conférences sur le stress, là, puis de l'information, on en a depuis, ça existe depuis les années 70, 80 et même avant. Nos organisations sont-elles moins stressées? Je pense pas, là. Non. Je pense pas. Il y a le risque aussi de tomber dans une conférence du tu veux, t'es capable, puis... c'est ça, tout à fait. Crois, c'est un effet pervers. Rêves, là. Mais des fois, je suis pas fermée à la donner, ce genre de conférence-là, parce que je veux mettre le pied dans place. Okay. Puis que là, parce que c'est moins menaçant de parler de stress que de parler de santé mentale où les gens pensent que tu parles de psychiatrie, ce qui est vraiment pas le cas, là. Fait que j'ai eu une demande, ils me disent, viens nous parler de stress, pas de trouble. Là, je fais mon évaluation des besoins. Puis finalement, en jasant avec les travailleurs, puis le gestionnaire de la place me rend compte que ce qui stressait, c'était la violence de la part de la clientèle externe. Okay. On n'est pas en santé psy, là. Oui, c'est parents, mais c'est
C'est une autre cause qui comme vient un effet avec... secondaire d'une autre affaire. Ben oui, fait que c'est la même affaire. Si moi, on va faire une conférence à reconnaissance, mais les gens, leur manque de reconnaissance, il vient parce qu'ils n'ont pas les bons équipements de protection individuelle. Tu es dans le champ, tu ne travailles pas sur la bonne affaire. Fait qu'un comité, il faut qu'il soit capable d'avoir une vision un peu 360 de tous ces risques-là. Je suis-tu rendu à prendre en charge ces risques-là, les risques à la santé psychologique? Est-ce que je contrôle bien la base de ma pyramide? Puis après ça, on bâtira là, l'édifice pierre par pierre. Fait que des fois, il faut se donner le moyen de ses ambitions. C'est ça aussi. Un comité peut être bien intentionné, mais finalement se rendre compte qu'il n'y a pas de budget, qu'il n'y a pas les ressources, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la couleur des morceaux de racking est importante? Est-ce que les bleus vont avec les bleus, les verts vont avec les gris? Comment ça fonctionne? Y a-t-il des codes de couleurs qui existent là-dedans? Écoute, c'est tellement amusant parce que j'ai eu la chance de former des inspecteurs, mais tout ça a commencé parce que j'entendais des phrases amusantes comme ça. Il y avait une inspection, puis l'inspecteur avait dit c'est pas le même fabricant parce que tes listes, c'est pas la même couleur que les échelles. Fait que ça veut dire que c'est pas le même fabricant. Ben, c'est complètement faux. Le même fabricant peut faire plein de couleurs. On s'entend qu'il y a une trentaine d'années, il n'y avait même pas de discussion sur la couleur. Tu sais, un entrepôt, là, c'était sombre, mal éclairé, sale, c'était l'enfant pauvre et on se foutait de l'entrepôt. Donc, est-ce que tu penses que vraiment le client voulait savoir la couleur des paletiers qu'on y chipperait? Il s'en foutait. Dans le noir, on la voit pas de toute façon. On s'en foutait. Hey, c'est plus ça. On rencontre des clients qui nous montrent leur carte d'affaires puis qui disent peux-tu me faire ça la couleur de mon logo? OK. Ma fille m'a déjà dit un jour papa, c'est pas glamorous pantoute ta business. Puis j'ai dit t'as raison, j'essaye de la rendre glamorous, mais c'est difficile. Mais ça s'en vient glamorous un peu parce que là, on veut des belles couleurs. Et en fait, nous, on recommande 2 couleurs. On recommande que la liste soit d'une autre couleur que l'échelle. Bien que pour nous, c'est une contrainte de plus à l'usine, pour l'opérateur que tu es, disons, tu vas voir mieux la jonction échelle et lisse en ayant 2 couleurs. Mm-hmm. Donc, ben non, il n'y a pas de lien avec les couleurs. Nous, on souhaite que tout le monde ait au moins 2 couleurs. Hein. On va aller même plus loin. Il y a un projet qu'on a fait. La majorité des listes étaient orange et une zone où le client mettait des charges beaucoup plus lourdes. Bon, on a dit pourquoi qu'on ne peinture pas toutes ces listes-là d'une autre couleur? Hein? Disons gris. Que les gens sachent, OK, le gris, oui, c'est écrit les capacités, mais le gris va dire, OK, là, je peux mettre le lourd. Ça devient des indicateurs visuels vraiment intéressants.